Manon l'a fait. Premier main event, premier combat en 5 rounds. Elle l'emporte et elle l'emporte avec les 5 rounds selon les 3 juges. Quel était ton scoring, Edouard? Moi, 50-45, hein, franchement. 50-45. Parfait. Les trois Cet pareils. épisode vous est présenté par Unibet. Et puis, on est parti dans l'analyse de ce combat. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Ok, donc, moi j'ai fait un live. J'ai fait un live pendant l'événement. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Et je pense qu'il y a un truc, c'est quand on est supporter dans un combat, là de Manon, on n'a pas envie d'être biaisé. Et quand t'as pas envie d'être biaisé, tu regardes le combat en disant, ok, il faut pas que je sois biaisé, il faut pas que je sois biaisé, il faut pas que je sois biaisé. Et du coup, tu stresses parce qu'il y a des rounds serrés et tu te dis, ok, peut-être que ça va de l'autre côté. Donc en fait, sur le chat, il y a certaines personnes qui donnaient 50-45, certaines personnes qui donnaient 49-46 et très rares personnes donnaient 48-47. Donc clairement, une masterclass dans l'ensemble, on peut dire. Oui, non, clairement, mais c'est vrai que pendant le combat, évidemment, bon, après on va nous accuser parce que Manon c'est proche de la famille Fight Minds, quoi. Mais moi, j'ai pas attendu d'être sur Fight Minds pour être fan de Manon. Ça, c'est une chose. Donc moi, j'étais vraiment impressionné par sa perf. À la fin du combat, je me suis dit 50-45, mais effectivement, faudrait peut-être que je le revoie pour être plus objectif. Quand je vois que les 3 juges ont donné le même score, je me dis bah non, en fait, on avait raison. Et effectivement, même si le mot est utilisé tous les week-ends à mauvais escient, peut-être à mauvais escient, mais je pense que c'était une masterclass, quoi. Ouais, alors, mais justement, peut-être que masterclass, c'est peut-être pas super bien utilisé ici, parce que je trouve qu'il y a des leçons à tirer. Et moi, ce que Ouais, je dis bien tout le sûr. temps, c'est que quand tu as une victoire avec des leçons à tirer, au final, c'est le combat parfait, parce que tu avances dans ta carrière, mais tu as des axes d'amélioration. On va peut-être en parler plus sur la fin du podcast. Je propose qu'on passe round par round un peu l'évolution du combat, parce que je trouve que le combat a vraiment une évolution sur base de faits assez marquants. Donc, d'abord, le combat commence un peu comme on s'y attendait. On n'a pas une Erin Blanchfield qui va shooter dans les jambes directement. Elle veut un peu tester le pied-point de Manon. Et alors, il y a un premier élément qui, moi, m'a fort surpris, c'est que c'est Manon qui initie réellement la première tentative d'amener au sol. Et elle se fait surprendre un peu dans une guillotine qui, je vais pas dire qu'elle était chaude, mais qui méritait quand même de stresser un peu les fans. Est-ce que tu as été surpris, toi, de ce moment? Ouais, clairement pour le slam, mais en fait j'ai trouvé ça intelligent, quoi. Je me suis dit, de toute façon on savait que Erin elle avait qu'une arme, parce que bon le striking de Blanchfield, même si ça s'est un peu amélioré depuis ses débuts à l'UFC, ça reste quand même très moyen. Même si je trouve qu'elle a un bon kicking game, tu vois. Ouais, elle a Euh, un bon middle kick, hein. Elle a bien placé ouais, plusieurs bah fois. ils sont pas mal passés d'ailleurs. Ouais. Donc je trouve ça intelligent de te faire respecter dès le début, en fait, de te mettre un gros slam et de te dire bah clairement niveau grappling, crois pas que ça va être facile avec moi, quoi. Après, effectivement, ouais, il y a eu une petite frayeur. Bon, dès que ça a commencé Mhm. à se relever, j'ai bien vu que c'était pas bien placé. Donc effectivement un peu dangereux, mais je pense que ça a aussi conditionné le reste du combat où en fait Blanchfield dans sa tête se disait bon voilà, je vais pas pouvoir la foutre au sol et la mettre dans un crucifix et, et lui boire la gueule en Ah, deux rounds, quoi. c'est marrant parce que moi, j'ai une petite vision peut-être un peu plus négative que toi sur et Ah ouais. c'est bien qu'on puisse échanger parce qu'en fait moi je l'ai perçu comme une grosse prise de risque en fait. Je comprends Hmm. l'intention, tu vois, comme toi, je comprends l'intention de montrer ok bah, je suis capable de t'amener au sol physiquement, je suis au-dessus de toi donc essaye même pas de m'amener au sol. C'est un message qui peut être envoyé, mais dans ce genre de combat, je pense que ça reste une prise de risque parce que Ouais. il y a cette guillotine, elle allait pas passer. Mais on voit une Erin Blatchfield qui a tenté de sweeper avec ça. Si elle avait réussi son sweep, que se serait-il passé? Mais clairement, tout le respect à Manon, parce que c'est elle qui a réussi à ne pas se faire sweep, à se relever, à défendre en mettant la pression à la cage, en défendant bien, en s'assurant qu'il y ait toujours son bras dedans et qu'elle puisse libérer de l'espace avec sa main. Donc la défense était bonne. Mais par contre, je pense pas que cette séquence ait rendu Erin attentiste à la suite. Je pense que c'est plutôt ces 2-3 tentatives suivantes qui ont raté, Hmm. qui lui ont fait dire ah, ok, maintenant c'est dead. Parce que pour moi, ce premier round est assez serré. On a une Manon qui prend le large
de 20%, on va dire, sur le nombre de frappes envoyées en pied-point, mais il y a cette tentative de guillotine qui rend le round relativement serré. Mais je pense que c'était serré du côté de Manon aux yeux des 3 juges. En tout cas, c'est comme ça. Alors, le deuxième round, pour moi, c'est le plus intéressant parce qu'on a une Manon qui défend vraiment les tentatives d'amener au sol, notamment avec un renversement complet grâce à ses bases en judo. Et je pense que ça, c'était le message où Erin s'est dit, OK, mince, non seulement physiquement, elle est au-dessus de moi, mais techniquement, en plus, elle me bat, même en grappling. Et je pense que ça a été le gros élément. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, au moment où il a fait le reversal, je me suis dit, OK, là, c'est bon. Là, c'est bon. Ouais, Elle a montré que Erin va avoir du mal à l'amener au sol. Ouais, dans le début du deuxième dont tu parles. Ouais, c'est ça. Pour moi, ouais, c'est non, un tournant. C'est un tournant. Carrément. Parce que à partir de là, Manon commence à prendre un peu plus d'aisance dans son pied-point. Et elle commence à augmenter son volume. Et puis, elle commence à vraiment dominer les échanges. Pour moi, le premier round était très serré à l'avantage de Manon. Le deuxième round était serré moyennement, mais clairement à l'avantage de Manon. Compétitif, c'est ça. Compétitif, mais à l'avantage de Manon. Et à partir du troisième, là, c'était le plus clair pour Manon, selon moi. C'est là où elle a jeté Erin Blanchfield d'un côté, puis plus tard de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment la séquence où Erin s'est dit, OK, je dois même arrêter d'essayer parce que je suis en train de me fatiguer pour rien. Ouais, moi, alors, pour ce qui est du striking, je trouvais qu'il y avait une meilleure gestion de la distance à partir du deuxième pour Blanchfield. Je trouve que, en tout cas, debout dans le premier, c'était vraiment, elle avait un coup d'avance en fait, même 2-3 coups d'avance, Manon. Mais oui, après, je vais pas dire qu'elle a pris un rythme de croisière Manon après, mais c'était presque ça en fait. Elle savait tous les rounds commençaient un peu de la même façon, tous les rounds se passaient un peu de la même façon. Il n'y avait pas forcément de grosses différences entre les rounds à partir du deuxième quoi. Donc c'était quand même assez impressionnant quoi. Ouais, et en fait, ce qui est bien pour Manon comme indicateur, c'est qu'on a vu qu'elle a fait des ajustements intéressants au fil du combat, je trouve, dans le sens où au début, elle cherchait plus à combiner, ça fonctionnait pas très bien, ça manquait de précision dans les combinaisons, et plus le combat avançait, plus elle s'est concentrée sur des single attaques qui étaient plus efficaces. Et ça, je pense que c'est un ajustement nécessaire. Elle a montré qu'elle était capable aussi de gérer les accélérations de Blanchfield. En début de quatrième round, Blanchfield a accéléré. Elle a accéléré et ça a presque fait un tout petit peu peur. Et Manon a bien géré ça avec de très bons déplacements, avec son check hook plus le pivot qui fonctionnait super bien pour récupérer le centre plusieurs fois dans le combat, avec le jab en contre dans la ligne. Et dans le cinquième round, je pense qu'il y a un high kick aussi en début de round de Blanchfield que Manon mange très très bien. De nouveau, c'est le troisième qu'elle mange à l'UFC, elle le mange très bien. J'ai une petite frayeur, moi. J'avoue que je la trouvais un peu fébrile. Alors je me suis peut-être planté et c'était sur la reprise d'appui, mais là j'ai eu une petite frayeur. Bon après j'ai vu qu'elle s'était remise dedans, mais bah c'est ça, moi aussi, évidemment. Tu la vois prendre un high kick, automatiquement, t'as une frayeur, mais je pense que 5 secondes après, j'étais là, je fais, OK, il a pas touché autant que ce qu'on aurait pu penser. Donc maintenant, sur les axes d'amélioration, je sais pas si toi, tu en as noté. Moi, j'ai un peu échangé en live et les gens sont assez d'accord avec ça. Donc clairement, d'un côté comme de l'autre, il y avait un petit manque de précision. Je pense que Erin Blanchfield, son manque de précision, bah, c'est comme on avait fait comme on avait dit dans la preview avec Brian, c'est parce que son footwork est pas excellent. Et quand tu es face à quelqu'un qui a un excellent footwork comme Manon, bah, tu vas avoir du mal à bien toucher. D'ailleurs, la seule frappe qui a réellement touché, c'est son middle kick, qui nécessite moins un bon footwork, on va dire. Du côté de Manon, je pense que son manque de précision, c'était plus lié à la volonté de faire mal au début. Et quand elle s'est dit, OK, je vais juste toucher plutôt que faire mal, ça s'est amélioré. Sa précision s'est améliorée. Donc là, je pense qu'il y a une amélioration, c'est commencer les combats en mode, je vais d'abord toucher, prendre le rythme, et quand je suis à l'aise dans mon rythme, chercher à faire mal. Pas l'inverse. Je pense que l'inverse est une erreur de chercher à faire mal avant même d'avoir le rythme de l'adversaire. Deuxième amélioration, selon moi, c'est de temps en temps dans ses combinaisons, son menton est vraiment à la fenêtre. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais moi, ça m'a fait quelques frayeurs. Moi, c'est main basse, et peut-être... D'ailleurs, on entendait Aldric pas mal lui dire ça. Ça me faisait une petite frayeur. Ouais. Et alors, si c'était Aldric ou quelqu'un d'autre, mais bon, c'était du français, donc j'imagine que c'était du camp de Manon. Et main basse et le menton, 2-3 petites frayeurs. J'avoue que... Ouais, c'est ça. Il y a certains moments, c'est pas tout le temps, mais il y a certains moments où il est vraiment exposé. Ouais. Tu vois, j'ai pensé à... Bon, bah, évidemment, on se concentre sur la suite. J'ai pensé à Grasso, que je trouve est vraiment une strikeuse précise et souvent puissante. Je me suis dit, si c'est ton objectif, bah, de toute façon, maintenant, ça va être ça l'objectif. Évidemment, c'est un axe amélioré. Et on parlait aussi du kick. Je trouve que le middle est quand même beaucoup passé, quoi. Genre...
Le middle est beaucoup passé, c'est C'était clair. un peu toujours le même, donc voilà. Après, c'est des axes d'amélioration comme toujours, quoi. Ouais, mais il faut en parler. Je trouve que c'est important d'en parler. Aucune victoire n'est parfaite, et tant mieux, parce que ça permet d'explorer les pistes. Parce que justement, ce qui va se passer, c'est que là, son prochain combat, c'est probablement pour le titre. Hein, c'est voire plus que probablement, c'est très très certainement pour le titre, à moins qu'il y ait encore des circonstances pourries, quoi. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit pour le titre ou même que ce soit quelqu'un d'autre, elle est dans le top du top maintenant. Donc ses Ouais. adversaires vont observer ses combats, et donc c'est important de pouvoir faire cette analyse parce que les adversaires vont tirer ça. Les adversaires, ils vont voir quoi statistiquement? La frappe qui a le mieux fonctionné, c'est le middle kick. Bah, elles vont venir en préparant un middle kick, surtout si c'est une droitière, donc surtout si c'est Grasso, un peu plus que si c'est Shevchenko. Si elles les analysent un peu au ralenti et qu'elles vont en montant vert, elles se disent, bah, s'il y a un échange, je vais travailler mes crochets courts. Et alors, le dernier point, c'est, toi, tu as dit main basse. Euh, alors, le truc, c'est que main basse, ça fait partie de son jeu, mais c'est vrai qu'il y a des moments Ouais. où elle doit lever ses mains, notamment sur les sorties de clinch. Et là, sur les sorties de clinch, on voit qu'il y a un souhait d'améliorer son jeu, parce qu'on voit qu'il y a des sorties de clinch où c'est elle qui engageait derrière, mais il y a eu quand même 2-3 sorties de clinch où c'est Erin qui engageait et elle avait les mains basses à ce moment-là. Et je trouve qu'elle peut avoir les mains basses quand c'est elle qui gère la distance au karaté range. Aucun problème à ce qu'elle ait les mains basses à ce moment-là. Par contre, en sortie de clinch, il faut les remonter jusqu'au moment où tu es au karaté range et là, tu peux les rabaisser. Et donc voilà, ça c'est les axes d'amélioration que moi j'avais noté. Est-ce que sur l'ensemble du combat, tu as un autre moment que tu as apprécié ou on va te dire ça, est-ce que tu as apprécié le combat dans son ensemble? Ouais, ouais. Alors moi, j'ai apprécié le combat, mais alors en fait, je pense que moi, je le sais que ce style-là, qui est calculateur, qui est stratégique, qui est précis, qui est sur le timing, qui est dans la gestion aussi. C'est pas le truc le plus fan-friendly en fait, mais ça on le sait maintenant. C'est que Ouais. tu vas peut-être pas avoir le plus de finish possible, ça c'est sûr. Après, je pense Mhm. que c'était pas l'objectif. Ça, je te redirai ça après, mais donc moi ce style, clairement j'aime beaucoup et puis je vais prendre plaisir à le revoir ce combat. Et puis bah voilà, il y a peut-être des gens qui trouveront pas ça impressionnant, mais bon, faut le savoir quoi. Eh ben, là, j'ai donné un conseil du coup à tous ceux qui nous écoutent. On a déjà souvent parlé sur Fight Minds et je vais pas prendre le crédit de ça. C'est John Danaher qui en avait parlé sur le Joe Rogan. Il expliquait qu'il y avait 3 types de fans et moi j'ai modifié ça en disant au sein de nous, on a les 3 fans avec une proportion différente. Donc on est tous fans à une certaine proportion de stratégie et de technique. On est tous fans à une certaine proportion de drama et de narration et on est tous fans à une certaine proportion de violence. C'est pour ça qu'on aime le MMA. Alors chez certains, ce sera 1%, 1%, 98%. Mais dans certains combats, il faut savoir activer certains fans. Tu vas regarder un Gaethje contre un Chandler, tu vas dire, OK, je vais activer mon fan de violence. Si j'active mon fan de stratégie, je vais être déçu par le combat, en quelque sorte. Et ici, typiquement, avant le combat entre Manon et Erin, il fallait pas se dire, ouah, j'ai regardé ça pour la violence, parce que la probabilité d'un finish était relativement faible. Par contre, activer le fan de technique, d'ajustement, de stratégie, ça allait te permettre de vraiment kiffer ce combat. Parce que clairement, je vais te rejoindre, je pense que c'est factuel, et tu l'as dit, on fait partie de la famille Furo. C'est pas pour autant qu'on va dire c'est le combat qu'on va regarder 15 fois dans notre vie. Certainement pas. C'est pas le combat le plus divertissant, il sera pas dans le Fight of the Year, il sera pas dans les contenders Fight of the Year. Clairement pas. Par contre, sur l'aspect ajustement, sur l'aspect approche stratégique de part et d'autre, sur l'aspect technique, c'était beau, je trouve. C'était Mmh. vraiment agréable à regarder. Et comme tu l'as souligné, c'est un combat en maîtrise. C'est un combat que Manon a dominé par son intelligence de combat, je trouve. Et il y a une beauté là-dedans. Donc, ceux qui n'ont pas aimé ce combat, revoyez-le en essayant d'activer justement voilà, ce fanatisme pour l'aspect technique et surtout l'aspect stratégique. Dans ce combat-là, je dirais même stratégique plus que technique. Techniquement, il y a eu pas mal de déchets, il y a eu du brouillon de part et d'autre. Alors que stratégiquement, du côté de Manon, c'était solide de chez solide sur les ajustements et même sur l'approche initiale. Et Erin est venue, selon moi, avec la bonne approche. Oui, ça aussi. Erin est venue pour initier le clinch et attaquer derrière le clinch. Elle avait remarqué qu'il y avait une ouverture en sortie de clinch contre Manon, et elle est venue pour ça. Parce que je pense qu'elle est venue en se disant, quand je vais initier le clinch, Manon va penser que je vais vouloir l'amener au sol, donc elle va vouloir défendre l'amener au sol, donc ça va encore plus forcer les mains basses. Et j'ai moi-même lâché le clinch pour attaquer derrière. Elle l'a fait sur les 2 premières fois où on s'est retrouvé dans cette situation dans le premier round, et j'ai trouvé ça intelligent. Donc elle est venue bien préparée. Et c'est ça la beauté de cette victoire, c'est que Manon a battu la meilleure version de Erin. Il n'y a pas d'excuse du côté de Erin non plus. On va pas. Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, parce qu'elle a quand même que 24 ans, elle a quand même montré, je pense, des trucs oui, intéressants. Oui, et il y a moyen qu'elle se retrouve, je pense.
Ouais, je pense que cette défaite ne va pas définir Erin Blanchfield. Non. Certains pourraient dire elle pourrait réfléchir à descendre en strawweight après un combat comme ça. Parce que dans les commentaires, j'ai vu pas mal de gens qui disent ok, Manon était techniquement au-dessus, mais Manon était aussi physiquement au-dessus et ça a eu un impact sur le résultat. Et donc peut-être que Blanchfield pourrait se poser la question de descendre. Peut-être. Oui, surtout que chez les strawweights, il n'y a pas beaucoup d'adversité. Il y a un petit Tatiana Suarez, Erin Blanchfield qui me plaît bien. Ouh, ça me plaît un peu trop d'ailleurs. Et par contre, Tatiana, elle fait aussi le yo-yo, donc pourquoi pas. L'UFC, c'est rare qu'ils font des catchweight, mais ça, typiquement, ils peuvent. Enfin, tu vois, on pourrait avoir le management de Blanchfield qui demande à l'UFC en disant on hésite avec strawweight, est-ce qu'on peut faire une étape intermédiaire? Et ils disent ok, Tatiana Suarez, elle fait le yo-yo pour l'instant, pourquoi pas. J'aime bien ton idée. Mais il y a un truc aussi qui m'a fait marrer en fait, parce que Manon, on lui ressort toujours le truc du finish, parce que là c'est vrai qu'elle est sur pas mal de décisions. Ça on pourra lui en reparler. Aldric, début du 4e, qui dit tu vas leur montrer que t'as un round 4 et un round 5. Donc le finish était pas envisageable en fait, je pense, pour eux, et qu'il y avait aussi le côté on va prouver qu'on peut faire des championship rounds. Peut-être qu'ils ont mal pris aussi les remises en question de cardio après le combat contre Namajunas. Et là, elle a montré que franchement, dans ces rounds-là, elle peut rester très forte, quoi. Elle prend le 4 et le 5. Et limite, ça fait partie des rounds les plus clairs à son avantage. Enfin, le 5, en tout cas. Le 4 était un peu plus serré. Pour moi, le 1 et le 4 étaient c'est ça. Le 1 et le 4 étaient serrés. C'est les deux sur lesquels on pouvait hésiter. Par contre, 2, 3, 5, impossible de contre-argumenter, ça va clairement à l'avantage de Manon. On peut finir là-dessus parce que moi je l'avais dit avec Brianne dans notre preview, elle devait chercher à gagner à la décision. Si le finish se présentait, tant mieux, mais tu devais rentrer dans ce combat avec je vais gagner à la décision. Donc pour ça rajoute encore une beauté à cette victoire, je trouve, parce que elle a eu cette approche et ouais, il faut arrêter. Enfin, on en parle souvent. Le finish, c'est super beau. Mais gagner 50-45, ça veut dire que tu es capable de dominer quelqu'un de fort sur chacun des 5. En plus, là, c'est 50-45. Donc, c'est pas qu'elle a gagné 3 sur les 5, elle a gagné les 5. Underdog, on rappelle. En étant underdog. Ah, ouais, je gagne plein d'unités. Merci à Unibet. Mais moi, je gagne plein d'unités, là, sur ce combat. Parce que j'avais mis 3 unités sur Manon et j'avais mis encore des unités sur le fait que le combat allait à la décision. Donc, moi j'en ai mis qu'une, j'avoue que. Ah voilà. C'est bien. Mettre une unité sur une underdog, c'est bénéfique. On a fait le tour. Ouais, écoute, juste faire un petit mot parce que je suis très content qu'elle ait gagné, parce que je pense qu'elle allait se mettre dans une situation compliquée si elle perdait à cause de la situation de la catégorie, malheureusement. La situation reste quand même un peu compliquée, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que t'attends un an? Est-ce que tu reprends un combat, sachant que je pense que l'UFC va chercher à faire Namajunas Barber pour une nouvelle contendeuse. J'ai envie de voir ce qui va se passer, mais c'est pas facile quoi. En fait, il y a 4 options selon moi. Alors, l'option 1, c'est être le backup. La backup du combat Shevchenko-Grasso. Comme ça, tu as toujours cette opportunité de step in. Et dans ce cas-là, tu attends le title shot. Donc, ça veut dire que tu attends à moitié, en fait, parce que tu te prépares déjà pour les 2 profils. Tu fais ton cut ce jour-là, au cas où. Et puis même, s'il y en a une des 2 qui se blesse à 2 semaines, c'est toi qui step in. Donc, et tu étais déjà dans la préparation en termes de poids, tu es nickel. Tu vois, tu dois pas faire le poids en étant prévenu 2 semaines à l'avance. T'es déjà dans ce process-là. Donc, je pense que ça, c'est une option. Et puis, voilà, finalement, si le combat se passe, t'as été le backup, tu t'es préparé déjà un peu pour les 2. Après ce combat-là, tu sais pour laquelle te préparer. Et 3 mois plus tard, tu l'obtiens. Ça te rajoute un petit argument aussi s'ils font Namajunas contre Barber. Il y a une nouvelle contender, mais Manon gardera un argument encore en plus de celui-là. La deuxième option, c'est UFC Paris en demandant une ceinture intérimaire. Comme ça, là, tu garantis aussi. Et tu as un titre. La troisième option, c'est ne pas être backup, mais attendre. Celle-là, je l'aime pas du tout. Et la quatrième option, c'est peut-être négocier le title fight dans la catégorie au-dessus. Ce serait bizarre. L'UFC, je pense pas qu'il ferait ça. Mais je pense que la championne, elle est prenable. Et si tu arrives à négocier ça, pourquoi pas. Mais bon. Il y a Pennington vient de dire que c'était Peña la prochaine, donc ça on le savait, et qui visait octobre-novembre. Pour Pennington. Voilà, ça m'enlève la quatrième option qui de toute façon était mon option la moins probable. Moi, l'option que j'aime le plus, c'est vraiment demander à être le backup.
Comme ça, il y a parce que on le sait, hein, en plus Shevchenko elle se fait âgé, donc il y a potentiellement des blessures qui peuvent arriver. Et donc la deuxième option, ce serait de demander un titre intérimaire à l'UFC Paris. Comme ça, tu vois, il y a déjà cette ceinture quelque part qui te normalement garantit, sauf si t'es poids lourd. Je pense que rarement quelqu'un aura autant galéré pour avoir un title shot. Ouais, c'est grave. Donc ouais, à voir pour la suite. Mais en tout cas, clairement, comme tu l'as dit, une défaite, ça aurait été dramatique pour Manon, parce qu'elle a aussi son âge. Si elle avait 34 ans, une défaite maintenant dans une division bloquée, peut-être que justement le choix aurait été de monter, faire 2 victoires pour avoir un title shot au-dessus, plutôt que rester dans une division qui stagne beaucoup. Mais là, on doit même pas se poser la question, parce qu'elle a la victoire. Maintenant, elle est ultra loin en tant que contender numéro 1. Et je pense que même si Barber contre Namajunas se combattent, la vainqueur, elle a pas un argument par rapport à Manon. Non, mais bon, l'UFC fait des choix bizarres, on le sait. Donc voilà. Oui, bon après, elle vient de faire un main event. C'est aussi, ça montre qu'ils ont confiance en elle et qu'ils lui donnent aussi un. Bon, c'était pas ça le main event prévu initialement, mais le fait parce qu'ils auraient pu se dire Luque contre Buckley, hein. Comme à la base c'était Luque contre Brady, le main event. Voilà, ils auraient pu se dire. Heureusement que c'était pas ça le main event d'ailleurs, parce que bon, bref, autre sujet. Ok, Edouard. Tout grand merci à toi. Je te souhaite une bonne journée. Repose-toi bien. Ciao. Ciao à tout le monde. Abonnez-vous. Ciao.